Il est 14h30. Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir choisi Centre Info pour ce nouveau webinaire consacré à l'impact du Covid-19 sur le marché de la formation professionnelle. Vous êtes déjà plus de 2500 inscrits à ce jour et vous serez certainement encore plus nombreux à voir le replay qui sera mis en ligne sur Webikio ou sur notre chaîne YouTube. Tout d'abord, j'espère que vous vous portez bien dans ce contexte de confinement, de distanciation sociale qui forcément génère, au-delà de la terrible crise sanitaire que nous vivons, un contexte économique compliqué. Comme vous le savez, le secteur de la formation n'est pas épargné, d'autant plus qu'il repose essentiellement sur du présentiel, sur des rassemblements de stagiaires dans des salles de formation, ce qui est bien évidemment incompatible avec l'idée même de distanciation sociale ou encore de confinement. Alors, ce webinaire de 45 minutes s'inscrit dans les nombreuses initiatives que Centre Info a mises en place depuis le début de la crise pour vous tenir informés, mais aussi pour vous accompagner dans cette période difficile. L'idée, c'est aussi de trouver ensemble des solutions pour faire face donc à la crise et à son impact sur l'activité formation. Donc, j'en profite d'ailleurs pour vous remercier pour toutes les questions que vous nous posez au quotidien et qui témoignent de la confiance que vous nous portez. Alors, les questions sont nombreuses, elles émanent à la fois des prestataires de formation, des organismes de formation, des CFA, des financeurs, des OPCO, des transitions pro, mais aussi on a pas mal de questions d'entreprises. Alors, 45 minutes, c'est court, c'est pourquoi je vais être le plus concis possible en essayant de répondre avant tout aux questions des prestataires de formation. Donc, ce webinaire s'adresse avant tout aux organismes de formation et au CFA. Alors, je ferai un autre webinaire le 28 avril pour répondre spécifiquement aux questions des entreprises sur le déploiement de la formation de vos salariés pendant cette période de confinement et je reviendrai plus longuement sur un certain nombre de questions, notamment sur l'entretien professionnel donc, et sa gestion en 2020 ou encore sur le FNE formation. Alors, concrètement, comment on va procéder? Donc d'abord, une petite introduction qui me paraît nécessaire. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais donc en guise d'introduction pouvoir promouvoir en quelque sorte une enquête, un questionnaire, l'enquête du ministère du Travail, peut-être que vous en avez entendu parler, qui est menée depuis le 3 avril 2020. Donc si vous êtes prestataire de formation, vous avez sûrement dû recevoir ce questionnaire envoyé en principe à plus de 42 000 organismes de formation et CFA. Alors, l'idée du ministère avec les régions est assez simple, c'est tout simplement prendre le pouls des prestataires de formation qui sont fortement impactés par la crise du Covid-19. Alors, le ministère du Travail espère que cette enquête à grande échelle va permettre, grâce aux données collectées, d'identifier les éventuelles mesures qui vont vous permettre de traverser cette crise et de proposer bien évidemment les meilleures solutions possibles pour préparer l'après-crise. Donc, vous avez jusqu'à demain pour y répondre, puisqu'effectivement la date limite a été fixée au 15 avril, sachant qu'il y aura une suite à ce questionnaire, puisque les premiers résultats issus de cette enquête vont alimenter un second questionnaire qui sera, lui, beaucoup plus détaillé. Et l'idée, vraiment, c'est de vous permettre, effectivement, de vous exprimer. N'hésitez vraiment pas, si vous ne l'avez pas encore fait, à vous rendre sur le site administré par le réseau des CARIF-OREF pour renseigner ce questionnaire. Alors, ceci étant précisé, donc, la deuxième chose que j'aimerais évacuer, toujours dans cette introduction, c'est cette fameuse ordonnance du 1er avril 2020. Alors, juste quelques éléments logistiques donc au préalable pour vous dire ceci. Donc, je ne vais pas trop m'y attarder, mais simplement pour que vous sachiez un petit peu comment cette loi d'urgence a été votée. Donc, la loi d'urgence du gouvernement, l'idée, donc, bien évidemment, c'est faire face à la crise du coronavirus et pour faire face à cette crise, le gouvernement a instauré ce qu'on appelle un état d'urgence sanitaire.
Donc, un état d'urgence inédit, puisque c'est la première fois qu'on a recours à cette notion. Et il faut reconnaître que pour nous, juristes, c'est un peu déstabilisant. Hein. Cette loi contient 43 habilitations pour le gouvernement à légiférer par ordonnance. Alors, toutes les branches du droit sont concernées, hein, et pour ce qui nous concerne, ce qui concerne spécifiquement la formation professionnelle, il y a une ordonnance qui a été prise, donc c'est l'ordonnance du 1er avril donc 2020, et cette ordonnance contient 4 mesures qui intéressent directement les prestataires de formation. Alors, la première mesure, c'est tout simplement le report de l'échéance Calliope. Donc un report qui va permettre aux organismes de formation non encore certifiés Calliope de reprendre un peu leur souffle après cette crise et avoir un an de plus pour décrocher la certification. Qu'est-ce que ça signifie? C'est très simple, hein, ça signifie que si vous souhaitez continuer à être financé sur les fonds publics ou mutualisés, bah, vous avez un an supplémentaire pour être certifié Calliope, donc soit jusqu'au 1er janvier 2022. Donc, alors qu'initialement, c'était prévu jusqu'au 1er janvier 2021. Donc, une fois qu'on a dit ça, il va y avoir 2 types de réactions. Pour les prestataires qui n'ont pas encore entrepris la démarche de certification, c'est plutôt un soulagement. Ce délai supplémentaire tombe bien, hein, surtout dans cette période où beaucoup d'organismes de formation traversent une zone de turbulence. Donc, première réaction, plutôt un soulagement. En revanche, pour les organismes de formation qui ont déjà obtenu la certification Calliope en 2019, il y en a quelques-uns, ou encore en 2020, cela peut être vécu comme une injustice. En tout cas, c'est comme ça que les choses nous remontent, en raison de la durée de validité de Calliope. Validité qui, je vous le rappelle, est de 3 ans. Hein. Donc, ces OF ont la sensation, en quelque sorte, que finalement, la validité de leur certification a été amputée d'1 an, hein, en raison du report de l'échéance Calliope. Alors, à ces prestataires de formation, sachez qu'il y aura une réponse sur le plan réglementaire. J'ouvre la parenthèse, hein, donc c'est pas un scoop, hein, c'est la suite logique, si je puis dire. Donc pour vous apporter donc une précision, c'est qu'au-delà du report prévu donc par l'ordonnance, hein, la partie réglementaire relative à la qualité sera également réajustée. C'est-à-dire qu'on attend pour la partie réglementaire 3 textes. Il va y avoir un décret simple, un décret en Conseil d'État et un arrêté. Donc, concernant les organismes de formation qui ont obtenu Calliope en 2019 ou en 2020 et qui se sont un peu lésés, hein, parce que la certification Calliope n'est valable que 3 ans. Donc, je tiens un petit peu à les rassurer en leur disant qu'il est très probable que la durée de validité de leur certification soit portée à 4 ans et non pas 3 ans, comme c'est le cas actuellement. Donc, les OF certifiés Calliope en 2019 et 2020 pourraient avoir une certification Calliope valable 4 ans et non pas 3, avec un audit de surveillance porté à 24 mois et non pas 18 mois. Donc, alors, sous réserve, bien évidemment, hein, de la publication des textes, encore une fois, hein, il faut être prudent, mais c'est plutôt cette idée qui a été retenue, cette idée de prolonger la durée de validité de leur certification. Donc, restez attentifs. Attendons la publication des textes au journal officiel. D'ici là, bien évidemment, Centre Info vous tiendra informé et on aura l'occasion d'y revenir dans le cadre de nos prochaines productions ou de nos prochains webinaires. Alors, le deuxième point concernant toujours donc, cette ordonnance, le deuxième point à retenir, concerne les prestataires qui préparent à des certifications ou habilitations recensées dans ce qu'on appelle l'inventaire. Alors, comme vous le savez, suite à la réforme, l'inventaire a laissé place au répertoire spécifique. Répertoire spécifique qui est géré actuellement par France Compétences. Et là, l'idée, c'est de donner tout simplement un délai supplémentaire au service de France Compétences pour résorber le stock de demandes de renouvellement d'enregistrement. Dit autrement, tout ce qui était recensé à l'inventaire reste enregistré de plein droit dans le répertoire spécifique jusqu'au 31 décembre 2020 et non plus jusqu'au 31 décembre 2021, pardon, et non plus jusqu'au 31 décembre 2020 comme prévu initialement. Voilà, donc ça c'est pour la deuxième mesure. La troisième mesure concerne
les prestataires de VAE, donc troisième mesure contenue dans cette ordonnance du 1er avril 2020. Donc ça concerne les prestataires de VAE qui vont avoir de nouvelles opportunités de financement, puisque cette ordonnance autorise les OPCO et les transitions pro à financer de manière forfaitaire les parcours de VAE. Et quand je dis parcours, c'est tout le parcours, y compris le positionnement avant même la phase de recevabilité. Donc, tout ce qui est en amont de la recevabilité, qui aujourd'hui n'est pas financé sur les fonds de la formation professionnelle, demain, ça sera financé par les OPCO et par les transitions pro. Quand je dis demain, je dirais même aujourd'hui, puisque l'idée, c'est vraiment d'être réactif. Alors, confinement oblige, le parcours VAE doit être fait à distance. Hein, donc ça, c'est une première condition. Et puis, il y a aussi un autre critère, c'est que la prise en charge du parcours VAE ne doit pas dépasser un forfait de 3 000 euros. Alors, donc, deux financeurs, hein, les transitions pro et les OPCO. Alors, les transitions pro, je rappelle, hein, ce sont les ex-FONGECIF. Ils ont bien connu, hein, avant 2019, ce qu'on appelait le congé VAE. La validation des acquis d'expérience des transitions pro savent ce que c'est, hein, puisque les FONGECIF l'ont financé pendant très longtemps. Pour les OPCO, dans leur nouvelle configuration, l'ordonnance les autorise, pour financer donc ce parcours VAE, les autorise à puiser dans les fonds de l'alternance, mais aussi de puiser sur les contributions conventionnelles. Hein. Donc voilà, c'est des possibilités qui sont offertes aujourd'hui. En tout cas, l'ordonnance souhaite, pour pouvoir sortir donc de cette période de crise, faciliter en tout cas au maximum le financement de la validation des acquis à l'expérience. Donc, les parcours de VAE seront financés, mais exclusivement donc les parcours VAE à distance. Un dernier point, un point sur lequel je reviendrai plus tard, les contrats d'apprentissage et de professionnalisation pourront être prolongés pour tenir compte de la suspension de l'accueil des apprentis. Donc, comme vous savez, hein, les apprentis et les stagiaires, en règle générale, donc, ne peuvent plus accéder donc, à leurs établissements depuis le 12 mars 2020. Donc, j'y reviendrai plus longuement tout à l'heure. Et l'idée, pour effectivement les CFA et pour les prestataires de formation, c'est permettre effectivement de rattraper en quelque sorte les formations qui n'ont pas pu être dispensées, et cela peut nécessiter effectivement de prolonger la durée du contrat. Donc l'idée avant tout, c'est de permettre aux apprentis, aux stagiaires de suivre la totalité du cycle de formation tel qu'il était initialement prévu. Voilà, je vais m'arrêter là en ce qui concerne les 4 mesures législatives qui touchent directement l'activité des prestataires de formation. Sachez qu'il y aura d'autres mesures, cette fois-ci de nature réglementaire, qui vont arriver dans peu de temps. Et ça sera plutôt du décret. Donc, tout ça va suivre prochainement. Alors, donc après cette introduction, encore une fois, hein, donc comme vous le savez, comme c'est indiqué sur les visuels, hein, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions. Hein, donc je prendrai du temps à la fin de ce webinaire pour répondre à quelques-unes d'entre elles, mais surtout ces questions, sachez-le, vont alimenter une foire aux questions qu'on vous enverra avec le support de présentation à l'issue de ce webinaire. Allez, on rentre dans le vif du sujet. L'intitulé de notre webinaire est assez simple. Suspension de l'accueil des stagiaires, quelle continuité pédagogique, quelle continuité des financements. Donc, deux questions, deux parties. La première partie, quelle continuité pédagogique. Alors, quelle continuité pédagogique, je devrais dire quelle continuité de l'activité avant. Hein. Donc, quelle continuité de l'activité, puisque le premier message diffusé par le ministère du Travail, c'est de dire aux organismes de formation et aux CFA que la suspension de l'accueil du public ne signifie pas la suspension de l'activité de formation. Hein. Ce n'était pas forcément évident au départ. Autrement dit, les organismes de formation
Et les CFA ne sont pas fermés, ils sont fermés au public. Alors, vous allez me dire que je joue sur les mots. Il est important quand même d'apporter cette nuance, puisqu'il y a deux dispositions aujourd'hui qui coexistent et qui vont probablement être mises à jour dès demain, au regard effectivement des annonces qui ont été faites hier soir par le président de la République. Donc, ces deux dispositions sont souvent confondues. Il y a celle qui limite les déplacements au strict nécessaire, donc les courses alimentaires, les soins, les sorties près du domicile pour l'hygiène canine, hein, mais aussi, et on l'oublie souvent, le travail, hein, lorsque le télétravail n'est pas possible. Donc, rien n'interdit aujourd'hui dans l'absolu de se rendre au travail dès lors que l'employeur a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité de ses salariés. Donc, même si on sait que dans notre secteur, la majorité des formateurs continuent à former à distance depuis leur domicile, mais rien n'interdit à ce que le formateur, qui par exemple n'est pas équipé à son domicile du matériel nécessaire pour dispenser sa formation à distance, de se rendre sur son lieu de travail pour bénéficier de tous les équipements, par exemple informatique, audio, vidéo, dès lors, encore une fois, que l'employeur a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer donc sa santé et sa sécurité. Donc, les restrictions de déplacement ne doivent pas être confondues avec les fermetures temporaires au public. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que les organismes de formation, les CFA, sont fermés aux stagiaires et aux apprentis, mais peuvent rester ouverts à leur personnel, qu'il soit administratif ou formateur. Donc, concernant la date de réouverture au public, vous avez remarqué que j'ai laissé le 15 avril, faute de mieux, puisque, comme vous en doutez, hein, donc, suite au discours du président de la République hier soir, cette date sera forcément repoussée. Donc, la question, c'est de savoir si ça sera le 11 mai, comme pour les écoles, collèges et lycées, ou ça sera plutôt septembre, comme pour les universités, ou ça peut être encore une autre solution. Donc, alors, j'ai vérifié tout à l'heure, donc, sur le site du ministère du Travail, on n'a pas encore d'informations. Ce qui est sûr, de toute façon, et il y aura un texte réglementaire qui va venir mettre à jour la date du 15 avril. Donc, quoi qu'il en soit, on sera fixé soit aujourd'hui en fin d'après-midi, soit cette nuit, avec la publication au journal officiel de la mise à jour du décret que vous avez sur ce visuel. Alors, dans tous les cas, ce qui est prôné, donc, c'est la continuité de l'activité de l'organisme de formation ou du CFA, et cette continuité ne peut passer que par la formation à distance. Alors, il y a beaucoup de littérature aujourd'hui hein, autour de ce sujet, beaucoup d'opportunisme aussi, hein, en tout cas sur le plan réglementaire de tout temps. Et contrairement à une idée reçue, la définition de l'action de formation n'a jamais fait obstacle à la mise en œuvre de la formation ouverte et à distance. La DGFP, il y a déjà maintenant 20 ans, hein, nous expliquait à travers une circulaire, hein, la circulaire de juillet 2001 de mémoire, que rien ne s'oppose sur le plan juridique à développer cette modalité pédagogique. Et même si la définition a fait l'objet de modifications, de précisions, le fond reste le même. Hein. Ce qu'il faut retenir pour une FOAD, c'est trois conditions. Alors, donc première condition, c'est avant tout un accompagnement humain, technique et pédagogique. Donc, il y a bien l'idée du formateur. Hein. Donc, autrement dit, on ne peut pas se contenter uniquement de mettre à disposition du stagiaire un ordinateur, un accès à Internet, des contenus et lui dire forme-toi. Hein. Donc, il faut bien une interaction avec un être humain. Hein, je traduis, donc il faut un formateur tout simplement. Ensuite, bien évidemment, il faut à un moment donné donner le programme de ce qu'il y a à faire. Donc, un programme comme dans toutes les actions de formation, c'est-à-dire des informations, des consignes qui permettent à la personne qui se forme de savoir exactement ce qu'elle doit faire, en particulier sur les temps asynchrones. Il faut être précis sur les travaux à réaliser. Il faut aussi estimer en moyenne la durée de réalisation pour ces travaux. Puis le troisième point, il faut mettre en place des évaluations hein, donc, qui soit jalonnent, soit concluent l'action de formation, même si effectivement les évaluations intermédiaires sont très conseillées, car elles permettent justement de mesurer la progression pédagogique de la personne qui se forme à distance. Donc, trois conditions qui ne posent pas vraiment de difficultés, mais qui se heurtent souvent aux modalités de prise en charge des financeurs.
qui, eux, sont souvent axés sur du temps de présence et malheureusement beaucoup moins sur les résultats. Donc le problème n'est pas tant dans la définition de la FOAD, contrairement à une idée reçue, mais de la capacité des financeurs à inventer des indicateurs qualitatifs à partir desquels, justement, seront produits les certificats de réalisation. Ce qui est sûr, c'est que si l'on souhaite rendre compte de la grande variété des modalités de formation et donc de la formation ouverte à distance, et je crois que cette crise permettra peut-être de faire avancer aussi les choses de ce côté-là, les financeurs doivent aussi sortir de cette culture d'heures stagiaires au profit d'une prise en charge peut-être au forfait, c'est-à-dire une logique forfaitaire axée sur les résultats de la formation. Et je pense, c'est le seul moyen, en tout cas, qui permettra de faire émerger un mode de preuve plus qualitatif de la réalisation de la prestation. Je ferme la parenthèse concernant ce sujet. Alors, avant de poursuivre, juste pour vous rappeler que un prestataire de formation, un organisme de formation, c'est avant tout une entreprise de formation. Hein. Je rappelle juste effectivement sur donc une statistique, 97,5% des organismes de formation sont issus du secteur privé. Hein. Que les formateurs, et ça aussi il va falloir effectivement l'avoir en tête, les formateurs indépendants représentent quant à eux 26% des organismes de formation. Les organismes de formation publics ou parapublics, par exemple le réseau des Greta, l'AFPA, le CNAM, ils ne représentent que 2,5% des organismes de formation, même s'ils captent plus de 20% du chiffre d'affaires. C'est important de rappeler donc que 97,5% des organismes de formation, hors CFA, pour l'instant, effectivement, je suis sur les statistiques de la DARES de 2017, ce sont les statistiques les plus récentes. Donc, ce sont bien des entreprises de formation et des entreprises du secteur privé qui emploient par ailleurs des salariés. Donc, une entreprise, par définition, est concernée par toutes les mesures prises par le gouvernement depuis le début de la crise. Alors, concernant donc ces mesures, comme vous le savez, la continuité de l'activité des prestataires va passer avant tout par la capacité à transformer du présentiel en formation à distance. Mais cela passera surtout pour toutes les entreprises, d'ailleurs, par les carnets de commandes. Et en cette période de crise sanitaire, si économiquement vous êtes en mesure de poursuivre votre activité, sachez qu'à la demande du gouvernement, donc là, ça concerne toutes les entreprises, le télétravail devient, parce que, et ça c'est dans la communication du ministère du Travail, le télétravail devient la règle impérative pour tous les postes qui le permettent. Donc, vu les circonstances exceptionnelles, toutes les entreprises peuvent mettre du télétravail. D'ailleurs, la consultation des représentants du personnel sur ce sujet n'est même plus requise. Hein. Donc, voilà. Alors, comme toute entreprise, il est possible aussi de maintenir, comme je vous le disais tout à l'heure, des salariés sur site, mais comme, encore une fois, je le disais et j'insiste, il va falloir, bien évidemment, coronavirus ou pas, protéger la santé des salariés, donc fournir le matériel nécessaire, gel, masque, garantir l'hygiène, mettre en place une organisation de travail qui respecte toutes les consignes édictées par les autorités. Donc ça, c'est le droit commun qui s'applique. Et sachez également, comme pour tous les salariés, si vous avez donc du personnel formateur salarié, ces formateurs peuvent aussi utiliser ce qu'on appelle leur droit de retraite. Hein. Donc voilà. Voilà, ça c'est pour effectivement le maintien de l'activité. Bien évidemment, quand il y a des difficultés à assurer donc l'activité de vos salariés, vous pouvez adapter, comme toute entreprise, leur temps de travail et leur temps de repos en usant des dérogations qui ont été introduites par ordonnance. Là aussi, donc ça concerne bien évidemment toutes les entreprises. Pour vos salariés qui n'ont pas de solution de garde, vous avez la possibilité de les placer en arrêt de travail. Donc, et puis, bien évidemment, comme toute entreprise, dans l'activité réduite ou arrêtée, vous pouvez mettre toute ou partie de votre personnel en activité partielle, donc ce qu'on appelait avant le chômage partiel, donc ce qui permet aux salariés de percevoir au minimum 70% du salaire brut, soit environ 84% du salaire net. À noter néanmoins, et ça c'est important,
j'y reviendrai tout à l'heure, que si tous les organismes de formation qui emploient des salariés peuvent potentiellement recourir au chômage partiel, il y a une seule exception, ce sont les CFA qui sont explicitement exclus du dispositif, hein, car leur financement est garanti par les OPRO. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, il y a bien évidemment d'autres réalités hein, concernant le marché de la formation professionnelle. Tout à l'heure, donc, je vous disais que 97,5% des organismes de formation sont des organismes privés. Il y a 2,5% d'organismes qui relèvent du secteur public. Donc, on n'aura pas forcément le temps de détailler, bien évidemment, concernant les mesures mises en place pour traverser donc cette période dans ces organismes-là. Je vous renvoie vers les questions-réponses qui ont été élaborées par la Direction générale de l'administration de la fonction publique, dont vous avez le lien. Il y a également un guide du management à distance qui est plutôt bien fait, donc vous pouvez vous y référer. Concernant les indépendants, les formateurs indépendants, là aussi, hein, je vous renvoie vers le site de Bercy où il y a diverses mesures que nous n'aurons pas malheureusement le temps de développer ici, qui ont été annoncées ou qui sont déjà mises en œuvre et qui vous concernent donc spécifiquement. Alors, une fois qu'on a précisé effectivement ces éléments concernant donc la poursuite de l'activité et les mesures mises en œuvre donc pour en tout cas permettre aux entreprises de formation de continuer et de former, hein, retenez le principe. Hein, aujourd'hui, bien évidemment, l'activité passera avant tout par le déploiement de la formation à distance. Maintenant, donc, on va s'intéresser à la deuxième partie. La deuxième partie qui, elle, sera plutôt centrée sur la question des financements et sur la question de la continuité du financement. Alors, peut-être prendre un peu de hauteur, juste pour recontextualiser et pour avoir en tête que, bien évidemment, l'année 2020, c'est une année aussi de réforme. On est dans une logique de déploiement hein, de cette réforme et bien évidemment la crise sanitaire que nous vivons aura forcément donc des répercussions, des impacts sur le déploiement de cette réforme. Le secteur de la formation est en pleine transformation avec des équilibres budgétaires qui restent encore à trouver, particulièrement pour financer l'apprentissage et dans une moindre mesure le CPF. Si donc je me réfère au budget prévisionnel tel qu'il résulte hein, des informations que nous avons eues suite au conseil d'administration de France Compétences, alors qui a eu lieu de mémoire en fin d'année dernière, en novembre, hein, le budget pour l'année 2020 devrait ressembler à ça, devrait ressembler à ce que vous avez sur ce visuel. Donc, pour 2020, on avait estimé à 5,8 milliards d'euros le financement de l'alternance, 1,5 milliard pour le PIC, un peu moins d'1 milliard pour le CPF, caisse de dépôt, un peu moins de 500 millions pour financer le CPF de transition professionnelle et environ 90 millions pour le CEP. Donc, à la question de savoir quel impact aura le Covid sur ce budget prévisionnel, il est évidemment un peu trop tôt pour répondre à la question, mais très clairement, il y a trois inconnus. Hein. Donc, d'abord, il y a le comportement des acteurs, spécifiquement des entreprises et des individus qui ont été mis au centre hein, dans le cadre de cette réforme, donc, puisque, encore une fois, la réforme ne part pas de l'offre, mais de la demande. Et la question, hein, dans le cadre d'un marché libéralisé, donc pour l'apprentissage, un marché individualisé pour le CPF, la question de savoir est-ce que la demande sera au rendez-vous dans le cadre de cette crise que nous traversons. Ça, c'est la première inconnue, si je puis dire. La deuxième inconnue concerne le bon déroulement de la collecte, hein, puisque ce sont les entreprises qui financent et il pourrait y avoir des difficultés aussi pour les entreprises de verser leurs contributions formation et leurs taxes d'apprentissage. Alors, encore une fois, il faut être prudent, hein, si la collecte de la contribution unique qui s'est déroulée juste avant la crise, hein, donc avant le 1er mars 2020, a été réalisée, on va dire normalement, la question pourrait se poser effectivement pour le deuxième acompte qui, lui, est attendu le 15 septembre 2020. Donc, est-ce qu'il ne va pas y avoir des demandes de report ou d'annulation de collecte?
Voilà, ça c'est la deuxième inconnue. Et puis enfin, la troisième inconnue, c'est l'impact de la baisse de la masse salariale, forcément, liée à la crise pour financer l'année 2020. Donc, or, tout le budget que vous avez vu sur le visuel provient évidemment des contributions qui, je le rappelle, contributions qui sont assises sur la masse salariale. Donc, une masse salariale en temps de crise, ça a tendance à se réduire, ce qui va forcément impacter ce budget prévisionnel. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que depuis la réforme, on a un marché donc, de la formation assez contrasté et assez segmenté selon les dispositifs et les financeurs. Alors, retenez cette idée que le chiffre d'affaires est souvent estimé, en tout cas pour les organismes de formation, les prestataires de formation, à 15 milliards d'euros, donc chaque année. À cela, vous pourrez ajouter aussi maintenant l'apprentissage pour les CFA, donc allez, on va dire 4 milliards d'euros. Donc on estime à peu près le chiffre d'affaires des prestataires à 18 milliards d'euros. Et sur ces 18 milliards d'euros, il faut comprendre que la moitié est financée sur des fonds publics ou des fonds mutualisés. Donc sur cette partie, donc sur ces fonds publics et sur ces fonds mutualisés, là où d'ailleurs la certification Calliope sera exigée à partir du 1er janvier 2022, sur ces marchés-là, il y a des systèmes de tiers payants donc qui interviennent, les régions, Pôle emploi, l'État, les OPCO, la Caisse des dépôts, les transitions pro. Et donc, au-delà du système de tiers payants, il y a des systèmes de contractualisation qui vont varier en fonction du dispositif de financement mobilisé. Donc, c'est pourquoi la question, effectivement, pour les prestataires qui ont dû fermer leurs portes au public, la question qui va se poser, c'est de devoir gérer toutes les annulations, les reports, les suspensions ou encore tout simplement les interruptions de formation, en se penchant, bien évidemment, à la fois sur le dispositif mobilisé, sur le tiers payant, c'est-à-dire le financeur, et puis sur les clauses qui sont contenues dans les conventions de formation signées. Donc cet exercice, il va falloir effectivement donc le faire en envisageant bien évidemment tous les différents scénarios en cas d'inexécution d'une convention de formation. Bien évidemment, moi je distingue toujours les fonds privés des fonds publics ou mutualisés. Donc, concernant les fonds privés, vous avez les entreprises et les particuliers. Pour les entreprises, c'est assez simple, puisque là, on est dans une logique où la contractualisation est libre, donc, et seule la volonté des parties crée des droits et des obligations. Donc, tout dépend de ce que vous avez négocié dans la convention de formation. Que ce soit l'entreprise ou le prestataire de formation, les deux peuvent, par exemple, invoquer la force majeure pour limiter leurs responsabilités, même si le Code civil, encore une fois, offre d'autres alternatives, des alternatives donc à cette force majeure qui peuvent être plus adéquates, plus appropriées pour résoudre les différends relatifs à l'inexécution des conventions de formation. Concernant les personnes physiques qui ont contracté donc à titre individuel et à leurs frais, si vous avez contractualisé donc avec une personne qui a payé, qui a autofinancé en quelque sorte sa formation, là, il va falloir vous référer au contrat de formation que vous avez signé. En principe, ce contrat de formation contient un certain nombre de clauses obligatoires et vous avez bien évidemment normalement prévu la clause concernant tout ce qui est cessation anticipée de la formation ou abandon en cours de stage. Concernant maintenant les fonds publics, je vais peut-être évacuer la question des régions et Pôle emploi. Pour les régions, donc l'idée générale, c'est la continuité des actions de formation à distance avec un assouplissement des règles du contrôle de services faits. Il y a aussi l'idée de garantir la continuité des paiements à partir des mesures de simplification. Il y a une exigence, bien évidemment, c'est l'adaptation par les OF de leur organisation des sessions de formation. Donc, voilà un peu les principes directeurs. Pour donc les mesures mises en place par les régions, je vous invite à consulter le site des CARIF OREF ou du CARIF de votre région, où vous aurez donc le détail de ces mesures. Concernant Pôle emploi, là aussi, je vais un peu évacuer la question. Pôle emploi a adressé aux organismes de formation avec lesquels
il travaille fin mars 2020 de mémoire, 2 courriers qui exposent des mesures temporaires mises en œuvre pendant la crise du Covid-19. Donc, en principe, que ce soit les régions ou Pôle emploi, il y a une communication en quelque sorte en direct avec les prestataires de formation avec qui ils travaillent. Concernant les OPCO, les transitions pro et la CDC, c'est le ministère du Travail qui s'en est occupé à travers 3 questions-réponses que vous pouvez retrouver donc sur le site du ministère du Travail ou le site de Centrinfo. Alors, justement, donc on va regarder un petit peu concernant donc, les OPCO et concernant notamment donc, l'apprentissage, ce qui a été retenu. Alors, ce qui a été retenu, et comme vous le savez, l'apprentissage fait aujourd'hui l'objet d'une attention particulière, puisque les CFA ont dû effectivement opérer une bascule par rapport donc à leur modèle économique. L'équilibre budgétaire des CFA dépend aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2020, directement du nombre d'apprentis formés. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment une attention particulière qui a été portée par le ministère du Travail concernant donc cette question de l'apprentissage. Pour leur éviter donc d'avoir une rupture de financement, des consignes ont été données aux opérateurs de compétences de garantir le coût au contrat, donc malgré la suspension de l'accueil des apprentis. Donc très clairement, le CFA doit favoriser la continuité pédagogique à distance. Si la FOAD, la formation ouverte à distance, est possible, en principe, pas de changement de calendrier ni de cycle de formation et le paiement se fait sur la base du certificat de réalisation et de la facture. Là, pas de changement. Si ce n'est pas possible, donc si le CFA n'a pas la capacité effectivement de passer en formation à distance, dans ce cas-là, le ministère du Travail considère qu'il y a suspension des enseignements. Et la suspension des enseignements n'a pas, à ce stade, en tout cas pour le ministère du Travail, de conséquences sur l'exécution des contrats d'apprentissage concernés. L'application des forfaits annuels sont maintenus. Donc, les apprentis qui ne peuvent plus aller en CFA, le ministère du Travail préconise la chose suivante, ces apprentis retournent en entreprise et donc sont traités comme les autres salariés en bénéficiant de toutes les mesures classiques qui sont mises en œuvre pendant cette période de confinement. Ça va du télétravail au chômage partiel. Si l'apprenti est mis au chômage partiel, par exemple, son salaire sera effectivement maintenu, puisque concernant les salaires égaux ou inférieurs au SMIC, l'apprenti touche 100% de son salaire. Sachant que le ministère du Travail nous dit aussi qu'il est dans l'intérêt de l'apprenti placé en chômage partiel de suivre les cours à distance. Et ça, l'idée, c'est que l'apprenti puisse conserver toutes ses chances de réussite à l'examen. Pendant le chômage partiel, l'apprenti peut continuer, donc ça c'est une préconisation très forte du ministère du Travail, peut continuer à se former si, bien évidemment, les conditions le permettent. Alors, le fait que le salarié soit placé, donc l'apprenti soit placé en activité partielle, ça ne conduit pas automatiquement à la prolongation de son contrat d'apprentissage. Mais, bien évidemment, si la session de formation est reportée, ou si l'ensemble de la formation n'a pu être réalisée à distance, et si on a, par exemple, l'examen qui est décalé, donc là, il pourra s'avérer nécessaire de prolonger le contrat, comme le prévoit désormais d'ailleurs l'ordonnance du 1er avril 2020, dont j'ai parlé tout à l'heure en introduction. Dans tous les cas, les CFA seront payés selon les modalités de versement qui ont été initialement prévues et sur présentation d'un certificat de réalisation. Le financement, il est annuel, donc il est garanti, sous réserve, bien évidemment, encore une fois, de présenter ce certificat de réalisation et par conséquent, les CFA ne peuvent pas, en tant qu'entreprise, ne peuvent pas bénéficier du chômage partiel pour leurs propres salariés. Puisque, et ça c'est la seule exception pour les prestataires de formation, les CFA ont une garantie donc, de financement, garantie qui va être opérée par les OPCO, et à ce titre, ne pourront pas bénéficier donc pour leurs propres salariés du chômage partiel. Voilà en tout cas concernant la continuité des financements pour l'apprentissage.
Concernant le contrat de professionnalisation. Alors, le contrat de professionnalisation, évidemment, c'est l'autre contrat donc en alternance. C'est le même principe hein, qui s'applique, c'est le principe de la continuité pédagogique à distance. Donc là, ce principe, bien évidemment, doit être favorisé. Si ce n'est pas possible, là aussi, d'après le ministère du Travail, les salariés en contrat de pro doivent être traités par l'employeur comme les autres salariés en leur faisant bénéficier de toutes les mesures classiques qui sont mises en œuvre pendant cette période de confinement. Là aussi, ça va du télétravail au chômage partiel, mais la différence avec les CFA, c'est que les prestataires de formation, contrairement aux CFA, n'ont pas la garantie du financement. Pourquoi? Parce que tout simplement, le contrat de professionnalisation n'est pas, contrairement au contrat d'apprentissage, financé par les OPCO sur la base d'un forfait annuel, mais sur la base d'un forfait horaire. Autrement dit, le financement se fait sur la base d'heures stagiaires et toute réduction de la durée de la formation initialement prévue, donc pour tenir compte de la fermeture hein, actuelle, enfin, en tout cas l'interdiction d'accueillir le public, toute diminution pourrait automatiquement diminuer le montant global du niveau de prise en charge. Autrement dit, les temps de suspension de formation ne seront pas payés aux prestataires de formation. Ce qui peut amener le prestataire, voire l'entreprise, hein, à interrompre la formation pour force majeure. Donc, pour certains prestataires qui pourraient rencontrer des difficultés de trésorerie pendant cette suspension, on peut aussi imaginer que les OPCO, mais ça, la loi leur permet, hein, donc de faire des avances hein, en attendant que la formation redémarre. Sachant que les avances sur le plan juridique sont actuellement plafonnées à 30%. Les prestataires de formation qui font du contrat de pro, contrairement au CFA, eux peuvent recourir bien évidemment au chômage partiel pour leurs salariés. Alors, concernant le contrôle de service fait, il faut là aussi faire une distinction entre le contrat de professionnalisation et le contrat d'apprentissage. Pour le contrat de professionnalisation, bien évidemment, le paiement se fait sur présentation du certificat de réalisation et de la facture. Donc, ce sont les seuls documents que le pro est en droit d'exiger. Hein. Mais ça, c'est pas du tout lié aux mesures d'urgence hein, qui ont été mises en place. Hein. C'est tout simplement la réforme de 2018. Il y a un arrêté qui dit la chose suivante les pro ne peuvent demander que le certificat de réalisation et la facture. Bien évidemment, si l'OPCO a des doutes sur la réalisation de l'action de formation, sur cette formation ouverte à distance, dispensée par le prestataire de formation, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, l'OPCO peut demander tout document complémentaire, c'est-à-dire va discuter en quelque sorte avec le prestataire de formation pour comprendre ce qui s'est passé. Et là, il pourra bien évidemment demander d'autres documents qui doivent effectivement justifier de la réalisation de l'action de formation à distance. Si l'OPCO n'est pas convaincu, dans ce cas, il opère un signalement utile et étayé, nous dit le Code du travail, au service de contrôle, hein, tout simplement. Donc là, il alerte, il signale donc l'anomalie aux services régionaux du contrôle, donc à l'administration. Pour le contrat d'apprentissage, c'est différent. Pour le contrat d'apprentissage, c'est différent. Pourquoi? Parce que pour le contrat d'apprentissage, il n'y a pas ce principe du contradictoire hein, avec le CFA. Dès lors que l'OPCO constate une anomalie, il doit alerter directement les services de contrôle et éventuellement les services chargés du contrôle pédagogique lorsque il s'agit de formations qui préparent à des diplômes de l'éducation nationale. Voilà. Donc, vous voyez une différence quand même assez importante. Donc, pour le contrat de professionnalisation, il y a la possibilité effectivement de discuter en quelque sorte avec le prestataire concernant les pièces justificatifs. Pour le CFA, c'est une alerte directe qui est faite auprès des services de contrôle si le pro constate une anomalie concernant la mise en place de la FOAD en apprentissage. Alors, comme l'heure tourne, je vais effectivement parler aussi du financement du projet de transition professionnelle et la question, donc toujours la même, hein, quelle continuité de financement donc pendant cette période donc, de confinement, pendant cette période où les prestataires ont l'interdiction d'accueillir le public. Donc pour les prestataires qui sont financés dans le cadre des projets de transition pro, là les associations de transition pro ont
L'idée, c'est bien évidemment pour les prestataires la continuité pédagogique et, comme je vous disais tout à l'heure, si ce n'est pas possible, la suspension de la formation pendant la période de fermeture. Donc la suspension de la formation, comme pour le contrat de professionnalisation, n'est pas payée, mais là aussi, pour les transitions pro, rien n'interdit donc à une association de transition pro de faire une avance à l'organisme de formation, avance qui est plafonnée à 30%. Il faut noter que la consigne qui a été donnée aux transitions pro, c'est de continuer à financer la rémunération des stagiaires. Donc les stagiaires inscrits à Pôle emploi, ce qu'on appelle les ex-CDD. Pendant la suspension de la formation, ils peuvent voir leur rémunération donc maintenue par les transitions pro. L'idée, c'est vraiment de limiter les interruptions ou les abandons. Et dans ce cas de figure, le ministère du Travail donc, a passé un message aux associations Transition Pro en leur disant qu'ils sont exonérés du contrôle de l'assiduité du stagiaire. Les autres précisions qui ont été apportées par le ministère du Travail concernent les salariés en CDI ou en CDD. Là aussi, c'est la même consigne. L'idée, c'est que les CDI ou les CDD puissent obtenir donc une rémunération pendant la fermeture de l'organisme de formation et ils peuvent retourner, là aussi, peuvent réintégrer donc l'entreprise qui doit les traiter comme les autres salariés en leur faisant bénéficier de toutes les mesures classiques qui sont mises en œuvre pendant cette période de confinement. Allez, je termine par le CPF assez rapidement pour vous dire que concernant le CPF, donc Caisse des dépôts, il faut distinguer deux situations. Toutes les commandes qui ont été passées donc avant le 12 mars 2020, si l'organisme de formation peut proposer de la formation à distance, il n'y a pas de changement. C'est-à-dire que si la formation n'a pas démarré et que bien évidemment le titulaire du compte a accepté cette formation à distance, donc il n'y a pas de changement. La gestion du dossier suit son cours. On peut aussi imaginer que, à défaut de proposer une formation à distance, l'organisme de formation propose un report, et si ce report est accepté par le titulaire du compte, là aussi, la gestion du dossier suit son cours normalement. Et puis, on peut imaginer aussi qu'il y ait du désistement, que le titulaire du compte, par exemple, annule la formation, annule sa commande. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en cas d'annulation, l'organisme de formation n'est pas indemnisé et le titulaire du compte va voir son compte recréditer automatiquement des droits qui avaient été réservés. Concernant les formations qui ont déjà démarré, là, c'est pareil, c'est-à-dire soit l'organisme de formation est suffisamment réactif pour proposer une formation à distance, et dans ce cas-là, le dossier suit son cours normalement, soit il reporte le reliquat de la formation, et si le titulaire accepte, là aussi, le dossier suit son cours normalement. Et bien évidemment, on peut aussi imaginer le titulaire qui décide d'interrompre la formation. Dans ce cas, l'organisme de formation sera réglé par la Caisse des dépôts au prorata de la réalisation. Voilà. Donc, et concernant les droits titulaires, ils seront décrémentés au prorata de la réalisation. Donc, je sais que je suis en train de déborder. Ce webinaire, bien évidemment, est prévu donc pour 45 minutes, mais il va falloir quand même que je prenne un peu de temps pour répondre à quelques questions qui ont été posées. Concernant, et ça, je vais finir par je vais finir par le FNE formation. Concernant donc cette fois-ci, je parle plus des opportunités. Tout à l'heure, je parlais de la suspension justement de l'accueil et des conséquences sur les financements. Là, vous savez, depuis le 8 avril, on a une instruction de la DGFP qui est partie vers les directs pour renforcer ce qu'on appelle le FNE formation, donc avec un élargissement bien évidemment des entreprises éligibles, des salariés éligibles, des formations éligibles, avec la possibilité, en tout cas pour les entreprises, de faire bénéficier à leurs salariés, donc en chômage partiel, de formations 100% financées par l'État. Sur le FNE, j'en dirai pas plus puisque je reviendrai sur ce dispositif le
le 28 avril, lorsque j'évoquerai justement toutes les questions qui concernent les entreprises, et le FNE fera partie de ces questions-là. Donc, je développerai un peu plus le mode opératoire concernant donc la demande de subventions FNE qui peuvent être faites dès demain au direct, et qui permettra de financer la formation des salariés au chômage partiel. Voilà, en tout cas, ce qu'on pouvait dire concernant les deux questions qu'on s'est posées, la continuité pédagogique d'un côté, la continuité des financements avec des zooms sur un certain nombre de dispositifs, l'apprentissage, le contrat de professionnalisation, le CPF de transition, le CPF caisse des dépôts. Alors, je vais bien évidemment prendre quelques questions qu'on m'a notées. Je regarde, hop, la possibilité. Voilà. Alors, est-ce qu'une directe peut refuser à un organisme de formation qui a des salariés le chômage partiel sous prétexte qu'il aurait dû mettre en place la formation à distance? Non, il n'y a pas d'appréciation d'opportunité. Une directe n'a pas à invoquer ce motif. Une entreprise de formation est une entreprise comme les autres. Donc, si cette entreprise n'a pas la capacité d'assurer la continuité de son activité par de la formation à distance, elle doit bénéficier du chômage partiel. Il y a un seul cas où ce n'est pas possible, on l'a vu tout à l'heure, ce sont les CFA. Un centre de formation pour apprentis ne peut pas bénéficier du chômage partiel parce que, et ça c'est une décision politique, on lui garantit le financement OPCO. Voilà. Pour le reste, pour les autres prestataires, en tout cas les prestataires qui emploient des salariés du secteur privé, ces prestataires de formation sont des entreprises et peuvent bien évidemment recourir au chômage partiel pour leurs salariés. Voilà. Alors, une autre question. Les organismes de formation qui mettent en place des formations ouvertes à distance pourront-ils facturer les actions de formation alors que les alternants sont en chômage partiel? Oui, à l'heure actuelle, le principe reste de maintenir le déroulement de la formation tel qu'initialement prévu. Le fait que l'alternant soit placé en activité partielle par son employeur lui permet de percevoir une indemnité qui compense la suspension de son salaire. Donc, si vous voulez, l'alternant peut très bien, et même c'est très conseillé, peut continuer sa formation si son organisme de formation propose de la formation à distance. Et la prise en charge de la formation se poursuit selon les modalités habituelles, c'est-à-dire certificat de réalisation qui doit être transmis à l'OPCO pour effectivement contrôler l'assiduité du stagiaire. Et puis, bien évidemment, l'organisme de formation conserve toutes les pièces probantes à produire en cas d'anomalie constatée. Donc, il n'y a pas d'incompatibilité. Sachant qu'en plus, les preuves pourront être apportées par tout moyen. Très clairement, donc, à la question de savoir est-ce que je peux facturer, oui, je peux facturer, même si l'alternant est en chômage partiel. Quelles sont les mesures qui ont été prises pour les OF qui travaillent avec Pôle emploi? Comme je vous le disais tout à l'heure, là je vais évacuer cette question, Pôle emploi a adressé aux organismes de formation avec lesquels il travaille, fin mars 2020, 2 courriers où il expose les mesures temporaires mises en œuvre pendant la crise du Covid-19. Donc ces 2 documents détaillent les dispositions prises par Pôle emploi donc, pour assurer la continuité des formations des chômeurs. Voilà, donc il faut retenir que Pôle emploi accorde des aides pour mettre en place des formations à distance. Et la deuxième idée, c'est que Pôle emploi assouplit ses conditions de financement pour sécuriser l'activité des OF. Alors, je prends encore quelques questions. L'idée, c'est de rester maître du temps. Alors, sachez que de toute façon, les questions que vous êtes en train de poser directement et elles sont nombreuses et vraiment, nous vous en remercions. Ces questions-là, sachez que de toute façon, nous, à Centre Info, on les traitera. Donc, vous aurez un retour et ça prendra la forme d'une foire aux questions et on espère vous apporter une réponse qui vous conviendra.
Le FNE formation peut-il financer des formations internes? Alors, alors ça, c'est une bonne question. Le FNE formation peut-il financer des formations internes? Euh, Quand je regarde le dossier de demande de subvention, dans le dossier de demande de subvention, ce dossier semble exclure les formations internes et ne retenir que les formations externes. Donc, on a le montant, par exemple, total du prestataire, toutes taxes comprises. Donc, forcément, on a tendance à penser que le FNE formation, ça nécessite de conventionner avec un prestataire de formation, un prestataire extérieur. Mais enfin, ça, c'est le dossier de demande de subvention qui le dit. Mais quand on regarde l'instruction, elle renvoie sur cette partie-là à des dispositions qui datent de la circulaire de 2011. Et en 2011, les dépenses éligibles concernaient aussi les dépenses de formation interne. Donc je pense que là, ce sera plutôt le ministère du Travail qui devra apporter des précisions sur le sujet. On a effectivement un dossier de demande de subvention, donc un formulaire qui ne prévoit pas la possibilité de financer donc des formations internes sur du FNE formation. En revanche, quand je lis la circulaire, rien n'interdit à ce que l'entreprise puisse se faire financer une formation interne sur le FNE formation. Allez, encore deux questions et puis je vais m'arrêter là. Qu'en est-il des abondements du CPF pour cette année 2020? Les abondements à destination des demandeurs d'emploi, donc en particulier donc ceux de Pôle emploi, c'est-à-dire les AIF, les aides individuelles à la formation. D'après donc la Caisse des dépôts, ces abonnements devaient arriver début avril, donc la semaine dernière. Vous vous en doutez que ça sera un peu décalé dans le temps. Concernant les abonnements des entreprises, le calendrier initial, c'était juin 2020, donc il n'est pas exclu que tout ça soit reporté. En tout cas, ces deux projets ne sont pas remis en cause, mais seront forcément reportés au regard du contexte. Allez, je prends une dernière question. Qu'en est-il des formations spécifiques à la sécurité, notamment le renouvellement des habilitations de la personne formée? Oui, donc ça concerne toutes les habilitations des personnes formées. Là, donc, on serait sur la réalisation des différentes formations qui permettent le renouvellement d'habilitation, donc qui sont nécessaires pour la sécurité des salariés. Alors, pour ce type de formation, il y a deux options. Soit vous les faites maintenant et vous assurez, vous devez bien évidemment assurer la sécurité et la santé à la fois de vos salariés et de vos formateurs. Soit vous décidez de les reporter. Sachez que dans une des ordonnances qui a été publiée fin mars, on nous dit que les habilitations qui arrivent à échéance entre le 12 mars 2020 et de mémoire le 24 juin 2020 peuvent être prolongées jusqu'au 24 août. Donc, par contre, vous devez vous organiser pour procéder aux vérifications et pour procéder à ces formations avant le 24 août. Donc, voilà, il vous appartiendra de juger si vous inscrivez ou pas dans cette possibilité. Donc, à savoir, soit vous les faites maintenant, soit vous considérez qu'il il est peut-être risqué de les faire maintenant et attendre un petit peu, sachant que de toute façon, il y a un prolongement de la durée de ces habilitations. Toutes les habilitations qui arrivent à échéance entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020, comme je vous le disais, seront prolongées jusqu'au 24 août. Donc, voilà. Donc, vous avez la possibilité de faire ces formations avant le 24. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'avoir suivi ce webinaire. Nous essaierons effectivement de reprendre toutes les questions que vous avez posées dans ce chat, de les traduire dans un question-réponse que nous vous enverrons. J'espère que vous vous portez bien. J'espère aussi vous retrouver bientôt lors des événements organisés par Centre Info. D'ici là, je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi.